Donc le partenariat privé, c'est quelque chose qui est encore peu utilisé par nos associations, et pourtant ça devient indispensable aujourd'hui où on a des financements publics qui sont de plus en plus incertains. Je vous ai parlé de la fin du CNDS. On a aussi des collectivités territoriales qui mettent de moins en moins d'argent dans le sport parce qu'elles ont de moins en moins d'argent. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut être capable de diversifier nos ressources et de ne pas compter que sur les partenaires publics. Donc, les deux principaux, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est le mécénat et le sponsoring. Je fais très vite sur la différence entre les deux. Le mécénat, c'est vraiment un don à l'association, qui peut être fait par une entreprise ou par un particulier. Et l'avantage, c'est que ça donne droit à une réduction d'impôt. À l'inverse, le sponsoring, là, on a vraiment une entreprise qui investit de l'argent et qui attend une contrepartie directe, une retombée économique, des nouveaux clients, des ventes supplémentaires, etc. Le mécénat, c'est plus un don sans contrepartie. Le sponsoring, on investit de l'argent et on veut une contrepartie. Comme les partenariats publics, le soutien apporté, il peut être financier, mais il peut aussi être matériel, en service ou en compétences. Petit exemple du mécénat, j'ai un peu plus insisté sur le mécénat que sur le sponsoring, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus intéressant pour une association de mettre en place du mécénat. Tout simplement parce que si une entreprise investit de l'argent dans votre association, bah vous, ça vous oblige à lui fournir une contrepartie qu'on n'est pas toujours en mesure de fournir nous stage. Par contre, si elle fait un don, elle peut tout de suite bénéficier de sa réduction d'impôt. Ça, toutes les entreprises peuvent en bénéficier. Donc pour le coup, le principe du mécénat, il est assez simple. L'entreprise fait un don à votre association pour vous aider à mettre en œuvre un projet, on verra après. En contrepartie, l'association fournit un reçu fiscal et ça permet à l'entreprise de bénéficier d'une réduction d'impôt de 60%. Vous avez également le droit de faire une contrepartie d'une valeur égale à 20% du don. Ça peut être la contrepartie que vous voulez. Vous pouvez offrir du matériel, proposer des cours, offrir des inscriptions, des tournois, c'est des exemples. Mais concrètement, si vous avez une entreprise qui vous fait un don de 1000 euros, elle peut déduire 600 euros de ses impôts. Vous pouvez lui offrir une contrepartie d'un montant maximum de 200 euros, ce qui fait qu'au final, ça aura coûté que 200 euros à l'entreprise et ça aura rapporté 1000 euros à l'association. Donc c'est tout bénéf pour vous. Et l'avantage, c'est que toutes les entreprises, peu importe leur taille ou leur secteur d'activité, elles peuvent être partenaires des associations et bénéficier de la réduction fiscale, à condition bien sûr qu'elles soient soumises à l'impôt. On peut avoir aussi du mécénat de particuliers, de personnes comme vous et moi. Et dans ce cas-là, les particuliers peuvent aussi bénéficier d'un avantage fiscal quand ils font un don. Là, ce n'est pas une réduction de 60% comme les entreprises, mais c'est une réduction de 66% du montant de leur don sur l'impôt sur le revenu. Le don, il peut prendre différentes formes. Ça peut être un don d'argent directement, ça peut être aussi un don de matériel, mais ça peut être aussi une renonciation à des frais kilométriques. C'est-à-dire que par exemple, je suis bénévole, je fais un déplacement dans le cadre de l'activité de l'association, plutôt que de me faire rembourser mon déplacement par l'association, je peux lui en faire cadeau, et en contrepartie, le montant qu'elle aurait dû me rembourser, ça équivaut comme si je lui avais fait un don. Donc je vais pouvoir déduire 66% du montant auquel j'ai renoncé. Donc, je vous ai mis un petit exemple là encore pour du mécénat de particulier. Si je fais un don de 100 euros à mon association, je vais pouvoir en déduire 66 euros de mes impôts. Là encore, l'association a le droit d'offrir une contrepartie, non pas de 20%, mais de 25% pour un particulier. Donc, l'association peut m'offrir une contrepartie de 25 euros. Par exemple, elle peut m'offrir un t-shirt, elle peut m'offrir, là encore, un cours individuel, peu importe. Ce qui fait qu'au final, ça va concrètement me coûter 9 euros. Et à l'inverse, mon association va gagner 100 euros. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça peut être une compétence aussi, Ça, Florian. oui, ça peut aussi être une compétence, tout à fait. Je prends l'exemple d'une compétence qui est le juge arbitrage, qui est fait souvent par des juges arbitres de façon bénévole et qui n'exploite absolument pas cette démarche-là. C'est-à-dire que au lieu de facturer à l'association l'indemnisation forfaitaire qui apparaît sur le règlement sportif qui dit que voilà pour une journée d'un tournoi, je sais pas moi, régional, tu es indemnisé à hauteur de 100 ou 150 euros. Donc ces 100 à 150 euros, tu en fais le don par rapport à un mécénat de compétences. Et derrière, bah, tu peux récupérer 66% de ce don au niveau de tes impôts. Donc, c'est vraiment pas une chose négligeable en fait. C'est-à-dire que l'association, elle doit être capable d'utiliser ce mécénat de compétences qui est de plus en plus répandu dans les entreprises. En tout cas, c'est les entreprises qui les mettent de plus en plus en œuvre, mais que les associations n'exploitent pas assez. Oui, je confirme. L'idée du juge arbitrage est très intéressante. Nous, c'est quelque chose à laquelle on n'avait jamais pensé. Et effectivement, on a énormément de juges arbitres qui font ça bénévolement. Ça pourrait être une piste à exploiter, effectivement. Arbitrage, évaluateur d'arbitre, évaluateur de juge arbitre, tous ces domaines de compétences-là peuvent être utilisés là-dedans. En fait, il suffit simplement que le bénévole accepte que ce soit un don et qu'on fasse les démarches administratives entre guillemets
pour le matérialiser en don, mais sinon, c'est tout à fait faisable. Ouais, tout à fait. Intéressant. Du coup, j'enchaîne. Pourquoi les entreprises, elles investissent dans le sport? Il peut y avoir plein de raisons différentes. Ça peut être pour son image ou sa notoriété, pour développer son business et son chiffre d'affaires. Ça peut être pour fédérer ses salariés autour des valeurs du sport. Mais très souvent, ça peut être aussi parce que le chef d'entreprise, il joue de temps en temps dans votre club de squash et il a envie d'aider l'association à se développer parce qu'elle connaît le président ou parce qu'elle a son gamin qui joue dans l'école de squash. Voilà. Il y aura plein de raisons différentes. Et très souvent, on a aussi ce côté copinage qui facilite pour rechercher des partenaires. En tout cas, vous, en tant qu'association, vous avez des choses qui peuvent intéresser une entreprise. Ça peut être les résultats de vos joueurs ou de vos équipes, que vous évoluez au niveau national, mais même au niveau régional ou départemental. Il y en a qui s'en fichent, qui cherchent plutôt la proximité et qui vont plutôt être intéressés par le niveau départemental. Ça peut être si votre association a un projet innovant. On parlait tout à l'heure de faire une action squash et handicap. Bah, c'est quelque chose d'un petit peu novateur, donc ça peut aussi intéresser certaines entreprises qui vont justement jouer derrière sur leur image là-dessus. Le côté social, le côté handicap, ils peuvent le valoriser derrière. Ça peut être aussi la visibilité que vous offrez à vos partenaires. Si vous avez déjà un réseau de partenaires qui fonctionne bien, très souvent, les entreprises, elles cherchent, c'est étoffer leur réseau. Donc, si vous avez des soirées partenaires qui sont intéressantes, qui fonctionnent plutôt bien, bah, ça va en intéresser d'autres à venir vous rejoindre. Ça peut être l'organisation de grandes manifestations. Si par exemple vous organisez un championnat de France jeune, bah, c'est valorisant. Si vous organisez une exhibition avec deux des 10 meilleurs joueurs du monde, bah, ça peut être super intéressant pour une entreprise de s'associer à cet événement-là, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualité des partenaires déjà présents. Je prends l'exemple, moi j'ai l'Adablois dans ma région en basket. C'est un club de basket qui évolue en National 2. C'est pas un niveau non plus extraordinaire. C'est un bon niveau, mais c'est pas le très haut niveau français. Et pourtant, ils ont un réseau de partenaires. Ils sont 110 ou 120 maintenant au sein du réseau. Ils donnent pas forcément tous énormément d'argent. Ils donnent à hauteur de leurs moyens. Il y a différents packs de partenariat qui sont possibles. Mais ce qui intéresse les partenaires, surtout, c'est d'être invités aux soirées, au réseau de partenaires, où là, ils vont tous se rencontrer, échanger entre eux. Et finalement, les entreprises, au-delà d'investir dans du basket, bah, elles investissent surtout pour rencontrer les autres partenaires. Concrètement, comment on fait pour démarcher les entreprises? Il y a plusieurs étapes. La première, indispensable, c'est d'avoir un projet qui soit identifié, avoir un projet associatif et savoir pourquoi on va aller solliciter de l'argent, pourquoi on va démarcher des entreprises. J'ai pris l'exemple du squash handicap, ça peut. Ça peut être parce que je veux créer mon école de squash, parce que au contraire je veux organiser un grand événement, parce qu'on veut tendre vers le haut niveau et monter en national 1, etc. Peu importe, mais il faut que votre projet soit identifié. Deuxième étape, le dossier de partenariat. C'est vraiment le support de communication dont vous allez vous servir pour solliciter les entreprises. C'est un petit peu le même principe qu'un projet associatif. Ça doit expliquer qui on est, quel est notre projet, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont nos besoins. On parlait tout à l'heure qu'il pouvait y avoir du financier, mais aussi du matériel, du partenariat de compétences, etc. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, dans notre association? Qu'est-ce que ce partenariat doit financer? Est-ce que c'est mon action squash handicap? Est-ce que c'est l'organisation d'un championnat de France? Est-ce qu'au contraire, c'est le fonctionnement global de l'association? Peu importe, mais il faut que ça soit expliqué. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut aussi offrir en contrepartie, notamment dans le cadre du sponsoring. Quelques petits exemples de contreparties qui sont possibles. Alors c'est pas du tout une liste exhaustive, hein, c'est des choses que j'ai pu voir aussi dans les clubs de squash. Souvent, vous voyez des logos sur le team. Donc, très souvent, c'est des partenariats qui fonctionnent, une vente d'emplacements publicitaires à l'année. Ça peut être aussi une banderole dans le club, un marquage sur le véhicule, un marquage sur le maillot des équipes. Mais plus généralement, voilà, c'est le logo de l'entreprise un peu sur tous vos supports, supports de communication, réseaux sociaux, au sein du club. Ça peut être du mailing si vous communiquez à l'ensemble de la clientèle du club, etc. Ça peut être une citation dans la presse, une annonce radio. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des soirées partenaires, ça c'est très bien vu. Si vous organisez un événement, bah, ça peut être aussi inviter l'entreprise partenaire à y installer un stand. Et puis, bien évidemment, ça peut être des invitations tout simplement pour venir voir la compétition ou tout simplement pour venir découvrir le squash dans votre club. Ensuite, ce qui est important et souvent le plus difficile, c'est de solliciter des entretiens avec des entreprises. Alors déjà, le premier objectif, c'est de cibler des entreprises. Quelles sont celles qui sont le plus à même d'apporter une aide à mon association? Donc, très souvent, on va prendre ce qui gravite assez proche autour du club.
si votre club de squash est situé dans une zone d'activité, bah, ça peut être d'aller démarcher les entreprises qui sont très proches géographiquement de votre club. Mais ça peut être aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez peut-être au sein de votre club un chef d'entreprise qui joue régulièrement. Vous avez peut-être son fils qui fait partie de l'école de squash. Vous avez peut-être sa femme qui joue en équipe féminine. C'est important de se renseigner là-dessus parce que ce sont très souvent les partenaires les plus simples à aller chercher finalement. À partir du moment où ils ont déjà un pied dans votre club de squash, c'est plus facile de les convaincre que des gens qui ne connaissent absolument rien à l'activité et qui, du coup, qui vont plutôt peut-être financer du foot parce que leur gamin joue au foot. Dans tous les cas, il n'y a pas de méthode gagnante à 100%. Vous pouvez envoyer des mails, vous pouvez téléphoner, vous pouvez vous déplacer directement dans les entreprises. J'ai vu plein de méthodes différentes. Il y en a qui marchent, d'autres qui marchent pas, mais qui marchent pas sur une entreprise, qui vont marcher sur une autre, peu importe. L'important, c'est d'être convaincu de votre projet et de savoir encaisser les refus, mais d'y retourner. Donc d'être tenace, parce que des refus, vous allez forcément en avoir. Nouvelle étape, alors je l'ai mis en 4, mais en réalité, c'est même mieux de se renseigner sur les entreprises avant de les solliciter. Intéressant de connaître l'entreprise que vous allez démarcher, mettre un petit peu sa taille, son chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires notamment, c'est intéressant parce que dans le cadre du mécénat, vous avez un plafond sur la défiscalisation. Donc le fait de connaître son chiffre d'affaires, ça vous permettra de bien préparer votre entretien et de savoir combien l'entreprise pourra vous donner, combien elle pourra vous défiscaliser. Donc vous aurez un argument qui sera très précis, ça montrera que vous avez préparé votre entretien et du coup, vous aurez plus de chances que l'entreprise vous suive. Lorsque vous rencontrez les entreprises, dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir une proposition de partenariat qui soit claire. C'est-à-dire que vous savez ce que vous leur demandez. Vous leur demandez de l'argent, ok, mais combien? Pour faire quoi? Vous leur demandez du matériel, ok, mais quel type de matériel? Pour faire quoi? Vous allez plutôt leur proposer du mécénat ou du sponsoring parce que vous avez justement regardé ce qui était le plus intéressant pour vous, mais aussi le plus intéressant pour l'entreprise. Vous pouvez proposer plusieurs choses. Très souvent, on voit dans des dossiers de partenariat des packs, voilà, où justement le montant du partenariat va être différent, mais du coup les contreparties vont être plus importantes en fonction de la somme qui est engagée par l'entreprise. Vous pouvez proposer plusieurs choses. L'important, c'est que ce soit bien préparé et que vous proposiez du concret à l'entreprise. Et une fois que vous avez mis tout ça sur la table et que l'entreprise est partante, vous formalisez ça en signant une convention. Une fois que vous avez vos partenaires, vous avez fait une bonne partie du chemin. Maintenant, l'intérêt, c'est de les fidéliser. Évidemment, si une entreprise vous a donné 1000 euros cette année, l'objectif, c'est qu'elle vous redonne au moins 1000 euros l'année prochaine. Alors, sauf si évidemment c'était pour un événement très particulier que vous n'allez pas refaire. Et dans la plupart des cas, l'idée c'est que ce soit des partenariats récurrents. Donc, pour ça, il faut qu'ils en soient contents de ce partenariat. C'est pas juste ils vous donnent de l'argent et derrière on les oublie. Non, il faut les chouchouter, leur montrer qu'ils sont importants. Donc déjà, première chose, s'ils ont financé une manifestation, il faut impérativement qu'ils soient invités lors de cette manifestation. Et ensuite, quand ils arrivent, vous soignez un petit peu l'accueil, que vous leur consacriez du temps, que vous leur montrez qu'ils sont importants. Mettez-les en avant sur tous vos supports de communication, ça vous coûte rien et ils seront contents. Mettez-les en avant, remerciez-les dès que vous le pouvez. Alors ça peut être en mettant leur logo sur votre newsletter, ça peut être en envoyant un mail à tous vos joueurs en mettant en avant vos partenaires, mais ça peut être aussi lors de l'événement, eh ben, lors de la remise des prix, vous invitez le partenaire à faire la remise des médailles ou vous le remerciez au micro. Ça vous coûte pas grand-chose et c'est toujours apprécié par le partenaire. Et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, animez votre réseau de partenaires, si possible, en organisant des rencontres entre vos différents partenaires. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont peut-être avoir envie de se revoir, ils pourront peut-être aussi s'apporter des choses mutuellement, et tout ça, ce sera des arguments pour qu'ils restent dans votre réseau de partenaires. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, le plus simple, selon moi, et un petit peu par expérience aussi, ce qui fonctionne le mieux, c'est souvent de chercher par ce qui gravite autour du club. C'est difficile d'aller chercher des entreprises quand vous n'avez finalement aucun lien avec cette entreprise au départ. Même si elle est proche géographiquement, si vraiment il n'y a aucun lien avec le squash, voilà, sauf si vraiment vous avez une force de persuasion très importante, mais sinon ce sera compliqué. Par contre, si déjà vous vous êtes renseigné, vous savez que il y a un petit lien avec votre club de squash, quel qu'il soit, ça peut être un groupe qui vient jouer, groupe de l'entreprise qui vient jouer, qui vient prendre des petits SEO dans votre club, et où je vous l'ai dit, ça peut être voilà le chef d'entreprise qui vient jouer chez vous une fois de temps en temps ou qui a son gamin à l'école de squash. Tout ça, ce sont des petites passerelles qui pourront vous aider à mettre en place des partenariats. Et enfin, dernier conseil, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure aussi, être vraiment convaincu de votre projet.
C'est très très important. Ça vous aidera à trouver les bons arguments, être prêt et consacrer du temps et savoir encaisser les refus. Vous allez peut-être démarcher 100 ou 200 entreprises, il y en a peut-être qu'une ou deux qui vont vous donner de l'argent, et c'est de l'argent que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas fait tous ces efforts. Ouais, juste pour conclure brièvement sur ce thème-là, vous pourrez peut-être pas être bon partout, entre les partenariats privés, les partenariats publics. L'idée, encore une fois, c'est de gratter de l'argent un petit peu partout là où il y en a. Mais nous, je sais qu'en tant que ligue, on est meilleur aujourd'hui sur les partenariats publics. Et c'est plus difficile pour nous, en tant que ligue, d'aller chercher des partenariats privés, notamment auprès des entreprises. Par contre, on arrive plus à le faire dans nos associations locales, dans les clubs. Et on a plus de facilité finalement à aider nos associations locales à aller chercher des partenaires pour eux, plutôt que d'en trouver directement pour nous. Parce que pour des entreprises, financer le fonctionnement d'une ligue régionale, ils y voient moins d'intérêt que la proximité avec les clubs sportifs. Il y a moins de visibilité en plus avec une ligue. Exactement. C'est pour ça que nous, ligue, on se concentre plus sur les partenariats privés. On fait aussi un peu de mécénat avec une entreprise et avec des particuliers, mais on est plutôt dans l'idée d'aider les associations à mettre en place des partenariats privés, plutôt qu'à en faire nous directement. Parce que ça marche mieux comme ça. Aujourd'hui, on critique facilement le fait que dans les associations, il faut passer du temps, il faut être bénévole et qu'on gagne pas d'argent. Oui, c'est sûr, vous pouvez pas être rémunéré et les indemnisations que vous pouvez toucher ne correspondent qu'à vos remboursements de frais de déplacement ou de restauration. Mais le temps que vous y passez, c'est un élément qui est déductible des impôts. Et ça, c'est fondamental d'en avoir conscience et donc de le faire partager autour de votre des adhérents de votre association et de l'environnement qui gravite autour de l'association. Parce que le temps qu'on consacre, la compétence que l'on apporte, c'est un élément qui est déductible des impôts et qui ne coûte rien à l'association et ça permet de valoriser le budget prévisionnel et annuel de l'association parce que on valorise le bénévolat en fait. Voilà, tout simplement.